Merci de nous rejoindre dans cet entretien. Mesdames et messieurs, sur ce plateau, nous voulons comprendre à présent cette crise au-delà des stratégies politiques, cette crise au niveau du Parti Les Démocrates, au-delà des stratégies politiques. Nous allons interroger plutôt la sociologie politique pour comprendre donc ce fait, puisque cette formation politique à chaque année électorale se retrouve confrontée à des situations confuses. Cette situation actuelle reste un élément qui force interrogation et c'est ce que nous voulons essayer de faire ce matin avec notre invité, professeur Patrick Renou. Il est sociologue politiste et expert en gouvernance démocratique. Professeur, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Merci d'être de nouveau dans nos studios. C'est un plaisir Vous êtes désormais un habitué de nos plateaux. Tout à fait. Alors, nous avons une situation qui est publique, qui a quitté, on va dire, les arcanes du parti pour se retrouver sur le marché public, des lettres qui se sont retrouvées dans les réseaux sociaux, une procédure en cours au niveau du tribunal, des instances ordinaires, et après une autre qui se retrouve au niveau du juge du contentieux électoral. Professeur, avec déjà cette défection de M. Sodjinou, la contre-attaque après du parti, le gouvernement qui se refuse de croire qu'il est responsable de tout ce qui arrive à cette formation politique. Vous avez certainement lu la réponse du porte-parole du gouvernement. Nous assistons, on peut le dire, à une crise politique ouverte chez le parti Les Démocrates. Comment, dans la sociologie politique béninoise, analysez-vous cet événement? Ah oui, il faut dire simplement que nous avons affaire à un phénomène et qui emballe un parti politique. Et pour analyser ce fait politique, il faut partir déjà de la définition donc du parti politique. Un parti politique, c'est un groupement d'individus qui, poursuivant les mêmes objectifs, des idéaux communs, essayent d'élargir, n'est-ce pas, la base de personnes susceptibles d'être intéressées par ces idéaux pour ensuite conquérir et exercer le pouvoir d'État. Et donc, on observe que sur ce parcours, dans ce cheminement, il peut arriver qu'un parti politique traverse des crises. Et ces crises-là, c'est de la façon dont on va essayer d'apporter des solutions, de résoudre ces questions. Ces crises-là, c'est de cette façon-là que on peut entrevoir une perspective pour ce parti. En réalité, les crises politiques que nous connaissons aujourd'hui à l'intérieur donc du parti politique Les Démocrates peuvent être conçues comme étant des divergences de points de vue par rapport aux questions, je vais dire cette fois-ci, non pas idéologiques, mais stratégiques, ou de leadership, et qui viennent par exemple de la gestion du pouvoir au sein donc de ce parti politique-là. Et donc, mais il faut dire que quand on est face à une crise de cette ampleur-là, il y a un enjeu majeur. Soit on trouve des mécanismes de résolution de cette crise ou de ces crises au plus vite, ou alors on tergiverse, on fait des piétinements et cela peut déboucher sur des scissions, voire même sur la disparition de cette entité politique que constitue, n'est-ce pas, le parti Les Démocrates. Le problème, c'est que celui qui fait défection aujourd'hui est considéré presque comme l'animal à abattre. Il semble être le seul à épouser ou adopter cette posture, croyant qu'il y a un problème de gestion de la formation politique. Ceux du parti qui restent en tout cas conformes à l'idée du parti sont convaincus que c'est un acte du pouvoir. Ah, mais ils ne croient pas forcément à la thèse de mauvaise gestion, mauvais management, mauvais leader pour le parti. Il y a qu'il faut prendre le problème par plusieurs bouts. Le premier, c'est que au sein du parti, il y a quand même un malaise. Le malaise, c'est que l'on est face à des positions clivées. Il y a plusieurs tendances qui se sont exprimées et qui ont débouché sur ce comportement-là que l'on analyse aujourd'hui. De l'autre, c'est que la crise
De l'autre côté, on peut penser que la crise est externe. Et c'est ce qui amène certains à doiter, n'est-ce pas, le pouvoir donc de Patrice Talon comme étant l'instigateur donc de ce que l'on vit à l'intérieur donc du parti politique. Et aujourd'hui, il y a une constance. La constance, c'est que ce parti-là traverse, je vais dire, une période assez mouvementée face à des intérêts, face à des enjeux, et vous n'êtes pas sans savoir que la question de parrainage est au cœur donc du débat qui a cristallisé les ardeurs au sein donc de ce parti politique-là. Est-ce qu'on a des éléments probants aujourd'hui de croire que la crise que vit ce parti politique provient, n'est-ce pas, de l'extérieur du parti? On n'a aucune preuve aujourd'hui pour en arriver à cette conclusion. Ils se conforment à dire, en tout cas, qu'ils ont eu à un moment donné alerté que leur parrain, serait en train d'être débougé à coups de milliards. Ils s'en sont arrêtés là. Parce que dans leur tête, c'est que pour passer par les voies de recours, c'est qui gère les institutions, c'est l'État encore. C'est ce qu'ils répondent. Donc, il faut pas chercher une preuve matérielle pour confirmer cette thèse. C'est vrai que quand on suit un peu le parcours donc de ce parti politique, il faut comprendre que ce parti évolue sur la base d'un certain nombre de préjugés. Et ces préjugés-là relèvent d'un passé récent, à savoir que l'on a vu un parti politique qui a eu un parcours un peu périlleux pour en arriver là où il est. Mais cela ne suffit pas aujourd'hui. Face aux réformes que l'on a entreprises dans le pays, cela ne suffit pas à conclure que le mal vient de l'extérieur. Le mal vient beaucoup plus de l'intérieur. Pourquoi? Parce que justement, on est face à la gestion d'un parti politique. Et la question de désignation de duo de candidats a cristallisé les ardeurs. Et on est arrivé à une polarisation des prises d'opposition, ce qui fait justement que la démocratie au sein donc de ce parti était mise à rude épreuve. Pourtant, à un moment donné, le parti a voulu faire de la démocratie. Oui, mais dis donc, lorsque vous analysez un peu ce qui s'est passé, vous comprendrez aisément que la désignation a été un peu suivie, a été un peu musclée, et donc je vais dire, la décision qui devait être prise et qui devrait être partagée par l'ensemble des parties prenantes a été un peu comme une obligation subie, et qui fait justement qu'aujourd'hui, il y a des voix qui se sont élevées pour montrer que on ne peut pas continuer à assimiler aussi facilement des prises de position qui viennent donc des hautes instances du parti politique aujourd'hui, le parti politique Les Démocrates. Alors là, vous avez dit que c'est une crise beaucoup plus interne qui a conduit, aux conséquences que nous connaissons tous. Mais le souci, c'est qu'il n'y a qu'un seul qui fasse défection aujourd'hui. Si vous avez suivi un peu les débats, si vous avez suivi un peu le processus, vous aurez compris que c'est vrai que c'est une seule personne qui s'est désolidarisée, mais lorsque vous suivez un peu les interactions qu'il y a eu, le processus qui a conduit à la désignation, vous aurez compris qu'il y a eu des prises de position, il y a eu des camps qui ont été formés et qui n'augurent pas forcément d'un lendemain meilleur. Oui, mais au nom de à l'issue donc de ce processus. D'accord, mais au nom de la discipline de groupe, eux, ils se sont à un moment donné, on va dire, sacrifiés peut-être. Ils ont fait contre mauvaise fortune bon cœur pour accepter, même si c'est imposé. Mais comment comprendre qu'un seul individu? Est-ce que alors effectivement, la thèse externe ne vient pas, on va dire, se vérifier? Vous voyez, nous n'allons pas tirer le diable par la queue. Il faut se rendre à l'évidence que dans le processus normal d'un parti politique, il peut y avoir des zones grises, il peut y avoir des difficultés. Et aujourd'hui, cela interpelle la capacité à, je vais dire, à rentrer dans un processus de préparation pour faire face aux enjeux majeurs. Lorsque vous prenez par exemple les démocrates qui constituent un parti d'opposition,
un parti d'opposition, vous avez vu les tergiversations qu'il y a eu et qui ont conduit finalement au processus que nous avons vécu, à savoir la désignation donc d'un duo, mais c'est un accouchement difficile. Alors que si on sait très bien que c'est un seul parti qui incarne l'opposition et qui veut défendre les couleurs et donc proposer une alternative pour espérer réaliser l'alternance au sommet de l'État, ce parti devrait prendre toutes les dispositions nécessaires pour passer cette étape-là vraiment dans toute la sérénité que l'on devrait reconnaître à un parti qui veut relever les défis, qui sont des défis à l'échelle nationale. D'accord. Donc, vous indexez l'impréparation, en réalité, pour ce qui se passe là? Non, il n'y a pas que l'impréparation. Lorsque j'essayais de mettre en relief les contours donc des crises politiques au sein donc d'un parti politique, j'ai laissé entendre qu'il peut s'agir des divergences de points de vue face au leadership, face à la gestion, même des frustrations que l'on peut rencontrer dans le processus normal des choses au sein d'un parti politique. Et donc, il y a eu la difficulté que la figure emblématique de ce parti a rencontré dans la gestion des hommes, dans la gestion des militants, pour désigner, n'est-ce pas, un duo. En réalité, la désignation d'un duo ne peut pas être un exercice périlleux si on sait très bien qu'un parti politique qui a vocation de gérer les affaires publiques au sommet de l'État ou à un échelon moindre, si on sait très bien que ce parti devrait s'inscrire dans la dynamique de l'anticipation, si on sait très bien toutes ces considérations, c'est que ce parti devrait prendre des dispositions et passer ces étapes-là le plus simplement possible. En réalité, en arriver à une désignation qui puisse faire l'unanimité sans créer vraiment des conflits auxquels on a assisté. Il y a des voix qui ont été exprimées et qui nous ont laissé entendre qu'il y a des clivages au sein donc, de ce parti politique. Aujourd'hui, si cela laisse entendre que, bon, voilà, il y a quelques-uns qui, ayant manifesté la volonté je vais dire, de remettre en cause la décision qui émanerait, n'est-ce pas, de la figure emblématique de ce parti-là, et que par la suite, ils se sont rangés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont ruminées, n'est-ce pas, de façon souterraine. Donc, moi, je pense pour ma part qu'il faut faire très attention lorsque l'on veut conclure sur une question assez centrale pour comprendre un peu les interactions qu'il y a eu au sein donc de ce parti politique. Ce que je voudrais dire, c'est que gérer un pays doit amener les partis politiques à se mettre dans une durée, dans la préparation, et que les décisions qui sont prises devraient être discutées par toutes les parties prenantes pour en arriver à quelque chose de fondamental qui puisse réaliser le consensus. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est face à cela que l'on a remarqué aujourd'hui que les militants qui se sont retrouvés pour désigner le duo n'ont pas pu se mettre au-dessus de la mêlée. Et c'est ce qui a généré tout le branle-bas qu'on a constaté, qu'on a observé au sein donc de ce parti politique. Bon, ils vous diront que ce n'est qu'un seul, même si sa défection est vraiment majeure pour cette formation politique. Les militants se sont arrimés plus ou moins au choix du parti politique. Mais quand vous indexez tout de suite, professeur Reynaud, le management à la tête de cette formation politique, c'est une évidence pour vous et pour beaucoup. Alors, pour pouvoir réellement initier le dialogue, il faut retrouver peut-être celui qui n'est pas d'accord, mais il se cache de tout. Il faut voir et analyser un fait. C'est-à-dire qu'on est face à la manifestation d'une remise en cause, donc d'un processus qui a été engagé. Il faut réaliser en réalité l'osmose entre l'estime de soi, c'est-à-dire quelqu'un qui estime que ses droits sont bafoués et qui s'accroche
pour défendre ces droits-là et la défense de ce qu'on pourrait appeler le collectif d'appartenance, l'identité collective. On est à un carrefour où il faut essayer de faire la part des choses. L'individu qui s'est senti brimé dans ses droits estime qu'il a les moyens de revendiquer ces droits-là qui ont été bafoués. Et le seul moyen qu'il a trouvé, c'est l'exutoire, chercher l'exutoire pour échapper à une certaine contrainte. C'est l'expression également d'une certaine liberté. On n'est pas à sa place, on ne peut pas savoir tout ce qu'il a subi. Face aux enjeux collectifs, il y a quand même une démarche à suivre. Si l'individu estime que les considérations régionalistes sont mises en avant, lorsqu'il estime par exemple que la défense des droits, donc du militant qu'il est, cette défense-là n'a pas des chances d'aboutir, il sort du système. Il crée des conditions pour sortir du système. D'ailleurs, vous devez comprendre aussi que lorsque l'on est dans un système et que le système produit des effets qui ne conviennent pas et qu'on essaye donc de prendre la parole pour essayer de corriger le tir et que les oreilles susceptibles d'entendre ce son de cloche ne sont pas disposées à entendre et préfèrent passer par d'autres chemins, on prend ces dispositions. Je pense pour ma part, sans être à la place de l'individu, je pense pour ma part qu'il a essayé de chercher une porte de sortie. D'ailleurs, lorsque vous lisez très bien Albert Olivier Richemond, par rapport au système, il nous a montré qu'il y a plusieurs voies qu'un individu est amené à suivre. Il y a la voie de la loyauté, donc c'est je vais dire une assimilation, une conformité, et donc la voie de la loyauté, donc la capacité qu'a l'individu de s'adapter, n'est-ce pas, aux décisions qui émanent du groupe ou du chef. Et à côté, vous avez la manifestation d'une remise en cause par l'expression du voice, c'est-à-dire que l'individu prend la parole pour dénoncer un certain nombre de choses. Ça, c'est la deuxième voie possible. Et la troisième voie, lorsque la prise de parole ne lui permet pas de rétablir ce qu'il pense rétablir, il cherche une porte de sortie pour échapper, n'est-ce pas, au rouleau compresseur que constitue le système. Et c'est ça, l'exit option que développe Albert Olivier Richemond. Je voudrais laisser entendre, par ce biais-là aussi, que en lisant d'autres auteurs, on comprend mieux que lorsque vous êtes dans une relation de pouvoir, parce que justement, dans un parti politique, il y a une relation de pouvoir. Il y a certainement le premier responsable du parti politique qui essaye d'étendre sa domination sur le reste lorsque les règles démocratiques ne sont pas observées, par exemple. Et à l'intérieur donc du parti politique. Et face à cette domination, le dominé peut imaginer une stratégie pour échapper à la domination. Moi, je pense que c'est peut-être le cas de monsieur Sodino. C'est peut-être son cas. Je ne suis pas à sa place, je ne suis pas dans son âme et conscience pour savoir réellement ce qui s'est passé, mais j'essaye d'analyser le fait pour comprendre que il peut arriver à partir donc des déclarations que j'ai suivies et qui sont des déclarations allant dans le sens de l'imposition d'une option, de l'imposition d'une pensée. Et lorsqu'on analyse tout ça, on voit que l'individu avait vu un rouleau compresseur, avait vu certainement, je vais dire, l'épée de Damoclès et a essayé donc de s'échapper à ce rouleau compresseur. D'accord. En tout cas, c'est la lecture que vous en faites. D'accord. Mais à contrario, rien ne prouve que si c'était le choix qu'il voulait qu'on fasse qui était fait, bah, son seul parrainage ne suffirait pas à valider le choix qui a été fait. Je ne sais pas si vous voyez là où j'en viens. Non, c'est une manifestation d'une certaine désobéissance. C'est la manifestation d'une certaine désobéissance.
lorsque vous êtes face à une situation, et c'est justement que à ce niveau-là que m'intéresse beaucoup plus James Scott, qui a fait une analyse sur, je vais dire, le titre de son ouvrage, c'est en anglais, Domination and Arts of Resistance. La domination et les arts de la résistance. Est-ce que vous voyez? Fragment du discours subalterne. Pour montrer que dans cette interaction qu'il y a entre les hauts placés et les faibles essayent de trouver des moyens, des voies et moyens par lesquels ils peuvent échapper à la domination de leurs supérieurs. Et donc, c'est une manifestation d'une certaine désobéissance. Et faible, parce qu'il était pratiquement seul, mais pas seul en tant que tel, parce que derrière lui, il y avait quand même des voix. Peut-être que ces voix-là ne se sont pas manifestées ouvertement, ou ont tenté de se manifester, et à un moment donné, ont rebroussé chemin. À partir de cet instant, l'individu, étant face à son destin, a estimé qu'il faut chercher, n'est-ce pas, une voie de contournement pour échapper à un certain nombre de choses. Et donc, en se retirant, il estime qu'il a les moyens, n'est-ce pas, de faire échec au projet qu'on a voulu lui imposer. Monsieur Sodino, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a parlé dans sa lettre de régionalisme, par exemple, pour ne prendre cet exemple. Pour ne prendre que cet exemple. Comment le politiste évalue-t-il, professeur, le poids réel des facteurs régionaux et ethniques de nos jours dans les choix stratégiques d'un parti d'opposition? Vous savez, lorsqu'on analyse un peu l'histoire politique du Bénin, nous avons connu par le passé une bonne dose de régionalisme dans l'énonciation du politique. Une bonne dose de régionalisme. Et vous n'êtes pas sans savoir que par le passé, les partis politiques étaient des partis régionaux. C'est-à-dire que le caractère national que l'on pouvait rechercher faisait défaut. Et c'est justement pour cette raison que nous avons assisté à une certaine multiplication je vais dire, de l'effectif des partis politiques. Ce que tout le monde a décrié. À un moment donné, il fallait regarder la réalité en face et faire des options. Et en tout cas, la réforme était appelée de tout, je vais dire, la réforme était souhaitée par tout le monde. Et à un moment donné, il faut passer à l'acte. Et donc, quand on a eu la réforme du système partisan, effectivement, certains ont décrié un certain nombre de choses. Mais, chemin faisant, on s'est rendu compte que il faut passer ce cap-là. Il faut faire l'effort de rendre un parti politique national. Et l'ensemble des textes qui avaient été votés prenaient fait et cause pour ce caractère national-là qu'il faut préserver à tout prix. Et donc, aujourd'hui, il n'est plus question vraiment de mettre dans la balance la variable, n'est-ce pas, régionaliste. Et donc, monsieur Sodino, qui a évoqué cette variable-là, est le seul à apprécier l'ampleur que cette variable avait prise dans, je vais dire, les choix qui étaient opérés au sein donc de ce parti politique concernant le duo présidentiel. Le parti ne s'y reconnaît même pas dans le communiqué, dans la conférence de presse qui a suivi. Le parti dit ne pas s'y reconnaître. Oui, mais c'est sa parole contre la parole qui émane donc d'une certaine chapelle au sein donc du parti politique. Et donc, moi, je ne suis pas dans un rôle de jugement de valeur. Bien sûr. Moi, je table sur les faits qui sont à portée de main et que je peux analyser pour dire que si effectivement on est face à une propension régionaliste, à une prééminence régionaliste dans les choix qui devraient être faits au sein donc de ce parti politique, l'individu qui s'est opposé à ça pouvait trouver des voies, des moyens par lesquels il peut avoir à manifester son refus d'assimilation. Et c'est justement ce à quoi on pourrait assister
le temps que lui-même revienne sur les faits ou le temps que de la confrontation des idées, on en arrive à une émergence d'une certaine constance qui fasse office de vérité. Au finish, la démocratie voulue, même à l'interne de ce cadre, de ce parti politique qui s'offre en spectacle presque aujourd'hui, on va dire que ça a été une mauvaise inspiration, professeur, à la lecture des choses? Bon, moi je dirais que lorsqu'on suit les uns et les autres, on a l'impression qu'on Si on compare par exemple au candidat face, au niveau de la majorité présidentielle, je ne veux pas dire que c'est passé comme une lettre à la poste, mais les formations politiques se sont entendues clairement et ont choisi. C'est à ce niveau-là que je disais tout à l'heure que ce n'est pas à la veille d'une élection, je vais dire présidentielle, ce n'est pas à la veille du dépôt. De la clôture même. De la clôture. La veille, sinon le jour de la clôture. Ce n'est pas à la veille ou le jour qu'il faut désigner un duo. En réalité, le parti politique, un parti politique, en me référant à la définition que j'ai donnée tout à l'heure, devrait s'inscrire dans la dynamique de, je vais dire, de conquête et d'exercice du pouvoir d'État. Mais pour conquérir et exercer le pouvoir d'État, il faut prendre des dispositions. Ce n'est pas quand on a le pouvoir qu'il faut commencer à se poser la question de savoir qui sont ceux-là qui sont habilités à gérer le pouvoir d'État. Ça veut dire qu'il y a une préparation. Il y a des étapes qui sont suivies. Il y a je vais dire, un procédé mis en œuvre pour détecter les talents, n'est-ce pas, et préparer les gens à gérer le pouvoir d'État. Et dans ce parti politique-là, ce à quoi on a assisté nous donne des raisons de constater que vraiment, ce parti n'était pas prêt pour faire face aux enjeux nationaux, aux enjeux de gestion des affaires publiques au plan national. Parce que sinon, et le duo du camp présidentiel a été désigné il y a bien des semaines. Et disons qu'il y a environ 6 mois, on a fait le débat ici pour montrer que, pour se rendre à l'évidence que tous les partis étaient réticents à désigner, à faire connaître leur duo. Et dans l'analyse, on pouvait caresser l'idée que les partis d'opposition, comme ils ne sont pas nombreux, surveillaient comme du lait sur le feu le mouvement qui allait être observé au sein donc de la majorité présidentielle et se gardaient de désigner le temps que les autres désignent. Mais les autres ont désigné. Ça a encore pris du temps. Et ils ont pris du temps. Non seulement ils ont pris du temps, mais la fin n'a pas été de tout repos. Et du coup, on se pose d'énormes questions quant à la capacité d'un parti comme celui-là à gérer les conflits à l'interne, à se mettre au-dessus de la mêlée et à conduire les hommes et des femmes qui se sont retrouvés au sein de ce parti jusqu'à la conquête du pouvoir pour prétendre finalement l'exercer. Ce que je voudrais dire par là aussi, parce qu'il y a des conséquences qu'on peut tirer, sans juger, sans aucune idée, je veux dire, provenant donc d'un jugement de valeur, on peut dire quand même que on a l'impression qu'on a tenté de construire ce qui est légitime à partir donc de l'illégitime. C'est-à-dire? C'est-à-dire que au sein d'un parti politique, la légitimité suppose que l'on a l'influence on vit l'influence du pouvoir, mais cette influence donc du pouvoir, on a l'acceptation donc de cette influence du pouvoir qu'exerce un individu A sur un individu B. En réalité, on devait s'inscrire dans la dynamique de ce partage-là, de façon à faire émerger une certaine constance qui puisse être acceptée par tout le monde, par toutes les parties prenantes. Ce n'est pas le cas. On a l'impression qu'il y a l'impréparation, on a l'impression
qu'on a voulu faire un passage en force, on a l'impression qu'il y a quelques-uns qui ont voulu, sans négocier, imposer leur point de vue, ce qui n'a pas pu passer au niveau de tout le monde, dont M. Sogino. Mais est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un ne va-t-il pas décider? Le chef de parti n'impose pas un candidat. Le candidat, c'est l'émanation donc du groupe. Et le candidat, la candidature ne s'improvise pas. Rien, on n'a pas des éléments qui prouvent que M. Sogino était candidat. Il n'était candidat à rien. Non, il ne l'a pas nommément dit. Au contraire, lui, il a soutenu un autre. Du coup, il est difficile de dire aujourd'hui que c'est parce que lui n'a pas été désigné qu'il a fait défection. Non, on ne peut pas le soutenir. Et donc, on est face à une situation qui devrait faire en sorte que l'on conduise les hommes et les femmes de façon à dégager un consensus au sein d'un parti politique pour que les candidatures qui se dégagent soient acceptées par tout le monde. Une candidature de cette ampleur-là devrait être l'émanation du parti politique. C'est-à-dire quoi? Que l'on devrait s'organiser à l'interne de façon à ce que le duo qui se dégage soit un duo accepté de tout le monde. C'est vrai que face à certaines décisions, sa voix peut être prépondérante. Mais lorsque il conduit les choses de façon à ce que l'on a l'impression que les décisions qui vont être prises sont imposées et ne sont pas des décisions acceptées par la base, en ce moment-là, il y a crise de légitimité. Parce que la légitimité elle-même, comme je l'ai dit, suppose l'acceptation donc de ce pouvoir-là, du pouvoir donc du chef par l'ensemble de ceux qui subissent l'exercice donc de son pouvoir. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, cette reconnaissance que l'on a vis-à-vis d'un chef comme celui-là n'est pas les coudées franches qu'on lui donne pour saper les fondamentaux du parti, pour saper les fondamentaux de la démocratie qui doit être vécue à l'intérieur donc des partis politiques. Donc, je pense pour ma part que si le management a faussé quelque part, ce n'est pas un instigateur externe qu'il faut aller chercher. Il faut se poser les questions de savoir comment l'on a pu faire pour ne pas contenir les velléités au sein donc de ce parti politique. Parce que gérer, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Si on devrait prévoir, c'est que il y a longtemps, on devrait mettre en œuvre cette stratégie-là de désignation d'un duo de façon à ce que la désignation soit acceptée par l'ensemble. Et deuxièmement, cela m'amène à dire quand même que le risque que les démocrates couraient avant, c'est d'avoir 28 députés. 28 députés. S'ils avaient 30, même si une seule personne fait défection, ils sont à l'abri. Ils pouvaient encore colmater les brèches. Mais 28, c'est le nombre juste. Et quand on a un nombre juste, il faut faire très attention. Il faut tenir les militants qui détiennent cette capacité-là de désigner. Et là, le parrainage de 28 personnes, alors qu'on attend 28, lorsqu'une personne fait défection, c'est qu'on est fort clos. À partir de cet instant, on devrait s'inscrire dans une certaine dynamique de conciliation. Et donc, le risque était d'avoir 28. S'ils avaient plus que 28, ils seraient vraiment en terrain conquis pour affronter, n'est-ce pas, pour faire face aux échéances dans la tranquillité et dans la sérénité. Mais avoir 28 et se comporter comme ce qu'on a vu là n'apportait rien de bon pour le parti. Résultat, une seule personne a fait défection et le parti tourne en rond pour vraiment se faire prévaloir d'une certaine candidature à l'élection présidentielle, à l'élection pour laquelle ils se sont mis en ordre de bataille depuis des années. Et c'est là, certains membres du parti commencent à voir le bouc émissaire idéal, la loi qui érige les 28 parrains qui seraient taillés sur mesure, professeur Renaud. Oui, vous savez, par rapport aux lois, on a fait ce débat-là. Oui.
et le débat a évolué. Et par rapport à la réticence donc du parti d'opposition, on a également fait ce débat. Mais aujourd'hui, on est face à une réalité, la réalité du parrainage, que tout le monde a accepté. Qu'on le veuille ou non, c'est pas maintenant, il faut faire ce débat. Tout le monde a accepté tout au moins qu'il faut 15%. Et les 15% là, c'était l'équivalent donc des 28 députés qu'ils ont. Et du coup, ils devraient tout faire pour préserver ces 28 là. Mais est-ce que justement... Et avoir leur ticket d'entrée. C'est peut-être là le vice, mais c'est pas une question à vice. Est-ce que justement, avec ces 28, ils ne sont pas vraiment vulnérables? Nous sommes sur un champ politique, monsieur le professeur Reynaud. Oui, vous savez, on peut tout dire. Lorsque l'on questionne l'histoire politique du Bénin, on se rend compte que la manière de gérer les partis politiques à l'époque avait généré ce que nous avons appelé les infidélités politiques. Avait généré ce que j'ai appelé la désalliance politique. Du coup, la réforme devrait nous amener à régler définitivement ces questions-là. Parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'un député des démocrates ne peut pas aller parrainer un autre député d'un autre parti. Oui. À moins qu'il y ait accord de gouvernance entre les deux partis qui sont en jeu. Du coup, M. Sodino n'avait aucun intérêt. Et si ces remises en cause n'étaient pas fondées, il n'avait aucun intérêt à s'échapper. Peut-être qu'il était menacé, peut-être, je ne sais pas. Il a trouvé sa porte de sortie. Il faut aller le rechercher pour lui poser des questions, parce que je ne peux pas être à sa place. Mais ce que je constate, c'est que l'individu s'est échappé. Moi, je peux essayer d'interpréter son action. Oui. Je peux essayer d'interpréter son comportement. Et les outils que moi j'ai, ce sont des outils théoriques pour essayer de comprendre l'individu sur la base des actes qu'il a posés. Et face à cette situation, l'une des voies possibles, c'était d'aller se manifester, ou alors se manifester d'une autre manière que ne lui offre le parti dans lequel il s'est retrouvé. À partir de cet instant, chacun est en phase pour comprendre un peu, je vais dire, les positions que l'on manifeste aujourd'hui, qui sont des positions assez clivées, que l'on soit à l'intérieur donc de ce parti-là ou à l'extérieur. Chez les démocrates, c'est complètement la consternation, puisque le risque d'être, en tout cas, de ne pas participer à cette élection est là, en attendant bien évidemment l'issue des recours introduits. Beaucoup en veulent au sein de cette formation politique, aux défaitistes, à celui qui ne donne plus de nouvelles, parlant du fait qu'il a manqué à la discipline du groupe, puisqu'il n'a pas été le seul à vouloir d'un candidat. Il n'a pas été le seul, d'autres étaient le seul et d'autres étaient dans la même condition, mais c'est le seul quand même qui a clairement montré sa désapprobation, si on peut le dire. Alors, d'un point de vue sociologique, est-ce que cet élu est redevable d'abord au parti qu'il a porté et peut-être à la conscience également de ses électeurs, redevable du fait de devenir un grand électeur aujourd'hui? Oui, je vais emprunter deux pistes. La première piste, c'est que il n'est pas député sans le parti qu'il a porté. Et donc, appartenir à un parti politique, c'est appartenir à un groupe politique. Et l'individu qui se voit ici à ce niveau a pour responsabilité de travailler à l'évolution donc de ce parti politique-là. Du coup, on peut évoquer, comme le disent les juristes, je vais dire l'obligation de loyauté. C'est-à-dire que il se sent obligé vraiment de rester loyal à ce parti politique. Ça, c'est la première piste. La deuxième, qui est la conséquence même de la première, c'est que cette obligation de loyauté génère l'obligation d'exécution de bonne foi. Ça, c'est de façon théorique. Mais à côté de tout cela, et c'est justement
qu'il faut convoquer d'autres variables. Lorsque tout se passe bien au sein donc de ce parti politique, l'obligation de loyauté reste la pièce maîtresse qu'il faut préserver à tout prix, assortie, n'est-ce pas, de l'obligation d'exécution de bonne foi. Cela voudra dire que appartenir à un parti politique, c'est faire l'effort de co-construire ce collectif-là d'appartenance. Mais lorsque toutes les conditions sont remplies. Mais il y a des exceptions. Et ce sont ces exceptions qui confirment la règle. Lorsque, face à des situations assez préoccupantes, vous voyez que votre raison d'être est bafouée. C'est humain. C'est une réaction humaine. On va chercher à se préserver d'abord. Ah oui, il faut chercher à se préserver. C'est un peu comme l'esprit de conservation. Et donc, je ne sais pas si c'est pas ce deuxième biais que l'individu a choisi vraiment de se sauver. Se préserver. Se préserver. Parce que justement, face à une situation préoccupante, il ne voit plus qu'il s'agit donc d'une obligation de loyauté. Peut-être qu'il a pris la parole. Et d'ailleurs, les faits ont montré qu'il a essayé de prendre la parole pour dénoncer un certain nombre de choses. Quitte à se préserver, quitte à mettre en péril, on va dire, la participation de sa formation politique. Moi, je ne voudrais pas faire cette conclusion. D'accord. Je me mets dans une position où l'individu est confronté à une situation assez préoccupante. Vous n'êtes pas à sa place. Ça peut être une question de vie ou de mort. Je n'en sais rien. Mais face à cet enjeu majeur, où il essaye de s'échapper, où il perd sa peau, mais il va penser à se conserver. La décision la plus systématique, c'est se sauver. Je pense pour ma part que c'est peut-être cette piste-là qu'il a empruntée pour essayer d'échapper à un certain nombre de choses. La preuve, il s'est retiré, on ne l'a plus aperçu. Toute tentative de l'avoir, ne serait-ce qu'au téléphone, était vaine. En tout cas, à en croire vraiment ce qui m'est revenu de part et d'autres. Et donc, moi, je pense pour ma part que il est difficile aujourd'hui de le rendre coupable de tout ce que vit le parti politique. Ah. Non, je dis, il est difficile de le rendre, de le désigner comme étant le coupable de tout ce que vit le parti politique. Parce que nous ne sommes pas dans le secret des dieux. Il est le seul à savoir ce qui l'a poussé. Et d'ailleurs, il a lâché le morceau. Il y a des choses par rapport auxquelles il ne voyait pas, il ne pouvait pas s'engager. Et a pris ses responsabilités. Et donc, la manifestation donc, de la liberté de l'individu, le parrainage, c'est le produit d'une liberté individuelle. L'individu a estimé que le parti politique ne mérite plus son parrainage. Mais ce qui l'a poussé à ça, on en a entendu un peu. Mais tout le reste, on n'en sait rien. Et donc, moi, je ne veux pas me mettre dans une logique d'autoflagellation. Non, je pense pour ma part qu'il faut analyser avec beaucoup de retenue ce qui s'est passé, et sans jugement de valeur, et essayer d'expliquer simplement. Là, vous savez que nous sommes dans une certaine sociologie où la masse préfère plus comprendre la victime, enfin celui qu'elle appelle victime, que le bourreau. Cette situation, du point de vue sociologique, comment vous n'avez pas fait une étude là-dessus, mais comment le citoyen lambda, ceux qui observent, ceux qui lisent, pourraient l'interpréter à votre lecture, professeur?
Non, l'interprétation, c'est qu'il y a eu un malaise au sein du parti. Du fait de... Est-ce que... Il y a eu un malaise au sein du parti. Ça, c'est la réalité. Il y a eu un malaise au sein du parti et ça s'est mal soldé. La situation, c'est qu'il y a un fait qui s'est produit. Oui. Quelle serait l'interprétation? Les uns prendront fait et cause pour une certaine chapelle au sein donc du parti politique, c'est-à-dire en désignant M. Sodinou comme étant vraiment celui par qui le malheur est arrivé. Dans le même temps, il y en aura d'autres qui vont essayer de faire une autre lecture de la situation en prenant pour appui la quintessence du discours que l'individu lui-même a lâché. Cette énonciation de son discours peut laisser libre cours à des commentaires. C'est lui qui a vécu. Est-ce qu'il a vécu de bonne foi ou de mauvaise foi? C'est là où se situe tout le débat. Mais lui, il s'est retranché parce que certainement, il est face à une situation préoccupante, face à un danger, face à des menaces. On n'en sait rien. Et donc, la porte de sortie qu'il a trouvée, c'est se mettre à l'écart. C'est sortir du système. Lorsqu'on sort du système, il n'y a plus de possibilité. C'est parce qu'il est le seul, c'est-à-dire, je vais dire, c'est le 28e parrainage. C'est parce qu'il constitue le 28e parrainage que l'on fait de la fixation sur son cas. S'il était le 30e, on se serait passé de son parrainage. C'est justement pour ces raisons que moi, j'attire l'attention sur les dirigeants du parti politique pour dire, lorsque l'on a la portion congrue, il y a une méthodologie qu'il faut adopter. Vous êtes réduit à une portion congrue. La portion congrue, c'est 28. C'est le nombre exact pour espérer vous inscrire sur la liste de départ à la conquête du fauteuil présidentiel. Mais face à cette situation, vous devez vous préparer à cela. Vous devez vous inscrire dans une certaine dynamique pour préserver l'essentiel. Peut-être que, vous savez, cette manière cavalière de confisquer les parrainages, vous pensez que tout le monde peut accepter cela? Peut regarder ça d'un bon œil? Non. Bon, à un moment donné, il a accepté, il a donné. Non. Donc, il faut faire très attention et avoir toute la pondération nécessaire pour essayer d'aborder la question. Et donc, moi, je ne dis pas forcément qu'il a raison. Bien sûr, je comprends. Mais je ne lui donne pas raison, mais j'essaye de comprendre et d'analyser ce qui s'est passé en essayant un peu d'aller, en me fondant sur des outils théoriques pour montrer que dans un groupe, et ça c'est sociologique, vous faites souvent l'erreur d'assimiler un groupe à, je vais dire, d'assimiler tout groupe à un groupe hétérogène. Pardon, homogène. Oui, je comprends. Vous faites souvent l'erreur de prendre pour homogène tout groupe social. Dans un groupe, il y a des individuels. Or, même si le groupe paraît homogène, il y a des bribes d'hétérogénéité dans ce que tout le monde voit. Et je pense pour ma part que ce qui s'est produit interpelle plus d'un sur la diversité d'opinions qu'il pourrait y avoir au sein d'un groupe. Et cette diversité d'opinions, il faut savoir, je vais dire, la canaliser. Il faut savoir la maîtriser pour éviter vraiment la situation assez embêtante à laquelle tout le monde assiste aujourd'hui. Oui, c'est devenu une affaire publique. Là, l'horloge tourne au niveau de la Sénat. Il y a des recours qui sont là. Toujours dans le cas où les recours ne sont pas fructueux, ça veut dire qu'ils sont fort clos. Quel sera peut-être, ou y aura-t-il concrètement des conséquences peut-être sur la participation citoyenne pour la présidentielle à venir, professeur? En voyez-vous?
Qu'est-ce que vous appelez participation citoyenne dans le cas d'espèce? Bon, Je participation. voudrais dire, c'est d'abord la participation de ce parti politique. Le parti politique, certainement, lorsque vous avez suivi avec moi, la Sénat n'a pas validé le duo des démocrates. Bon, elle reconnaît avoir reçu un duo. Oui, mais donc, ils doivent compléter. Mais c'est pas complété, le délai est passé. Ils ont donné ce qu'ils avaient en leur possession. Il y a des recours en cours. En tout cas, ce parti politique n'a pas eu l'heure de faire valoir à son ticket jusqu'à l'heure où nous parlons. Ça voudra dire quoi? Si aux élections générales, c'est-à-dire la troisième, oui, je vais dire, à l'élection présidentielle. Bon, la deuxième, puisque les deux sont ensemble. Si voilà, on considère l'élection présidentielle, si ce parti est déclaré forclos, donc ne pouvant pas compétir, mais il reste les autres élections. Il reste les élections générales. C'est-à-dire les élections couplées, c'est-à-dire les élections législatives et les élections communales. Le parti peut bien positionner des candidatures et espérer rafler des postes. En tout cas, on est face à la loi et eux tous, ils ont accepté cette loi-là qui dit qu'il faut apporter la preuve qu'on peut s'assurer un nombre donné de parrainages. Oui. Mais à défaut de le faire, est-ce que c'est le camp d'Afas qui est allé piquer Sogino? Est-ce que vous en avez les preuves? Personne ne peut dire aujourd'hui. Sogino lui-même, il n'est pas un enfant, c'est un adulte. Et son comportement à l'intérieur du parti, ses prises de parole ont laissé entendre qu'il y a un malaise. Et donc, s'il s'est mis à l'écart, c'est d'abord de sa responsabilité, c'est sa décision. Donc, on ne peut pas trouver une certaine main magique quelque part qui serait souterraine en train d'agir au préjudice du parti politique, les démocrates. En tout cas, chacun est libre de chercher le bouc émissaire là où il pense le trouver. Mais toujours est-il que lorsqu'on met tout ça là dans la balance, les voix les plus autorisées, les esprits les plus éclairés peuvent en arriver à déduire que le mal est profond, mais interne d'abord au parti politique. Même si quelqu'un doit venir de l'extérieur pour agir, c'est qu'on a laissé, des failles, une ouverture. Et moi, je ne veux même pas croire. C'est vrai, on est en science, ce n'est pas la croyance, on peut penser. Moi, je pense plutôt que la première personne à interroger, c'est Sogino lui-même. Et Sogino a eu le temps de rendre public une partie de ses récriminations. Peut-être qu'il n'a pas tout dit. Une partie de ses récriminations, et à partir de cet instant, c'est sa parole contre la parole de ceux qui l'accusent. Donc, il faut s'en tenir à cela. Non, là, on posait la question sur la participation citoyenne. C'est pour voir si, dans cette position, ils partent dans certains esprits favoris pour faire raz-de-marée lors des législatives. En fait, c'est un peu ou si leur adversaire également partent favoris pour faire le raz-de-marée. C'était un peu le sens de ma question. Ah oui, pour les autres types d'élections. Oui. Oui, mais vous savez, il faut être honnête et reconnaître que cette situation n'était pas attendue par les militants des démocrates. Cette situation peut être analysée comme étant une éruption, donc une surprise. Et cette surprise-là peut les démobiliser. Mais lorsqu'on est parti politique et qu'on est face à des situations, il faut essayer de se relever. Mais perdre l'élection présidentielle, c'est perdre une partie de la bataille. Il reste d'autres batailles. Bon, et s'ils étaient candidats sans être reçus, c'est vrai,
on me dira que c'est mieux d'être candidat et ne pas être reçu que de n'avoir pas été candidat. Mais si on n'est pas candidat, la faute est à qui? La faute est à rechercher d'abord au sein du parti politique. La faute est à rechercher au sein de ce parti politique parce que cela nous amène à interroger tout l'itinéraire ayant conduit à la désignation du duo. Et donc, ce parti politique-là doit, de mon point de vue, se mettre au-dessus de la mêlée et pour essayer de conquérir les autres postes qui sont en jeu. Les voies de recours sont là. Je crois qu'ils sont allés à la Cour d'appel. La Cour d'appel, bon, ils se sont adressés à la Cour constitutionnelle. Ils sont même allés en cassation. Bon, ils exercent leur droit de recours. Oui. Ça, c'est un état de droit, ça. Ce sont je vais dire, les éléments à prendre en considération dans un état de droit. Et donc, ils exercent jusqu'au bout le droit de recours. Mais après cela, lorsque tout sera bouclé, ils devraient s'incliner devant la décision de justice. La décision de justice, personne ne peut aller contre. On peut ne pas être d'accord. Ça, c'est personnel. Mais ce qui s'impose à tous, on est obligé de s'incliner. Et moi, je pense, pour ma part, que c'est vrai, j'aurais aimé que l'on assiste à une rude bataille en termes de campagne électorale pour confronter les projets de société, faire le débat. Mais il y a un autre opposant qui est candidat, au moins, et qui va essayer de convaincre aussi. Et le meilleur va gagner. Le plus important, c'est de préserver le Bénin. C'est de préserver l'intérêt supérieur donc du Béninois. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est à cela qu'il faut s'atteler pour que nos enfants demain puissent aller à l'école, que nos enfants demain puissent trouver de l'emploi, parce que justement, il faut mettre le Bénin sur le chantier de l'industrialisation, améliorer le climat des affaires, faire en sorte qu'il y ait un mieux-être pour chacun et pour tous. C'est ça le fondamental. Et donc, je pense que il arrive même des cas dans lesquels les citoyens préfèrent même se passer des politiques. Et donc, ce n'est pas une fin en soi. Hein. Donc, moi, je pense que les démocrates devraient d'abord chercher le diable en leur propre sein avant de chercher à désigner le diable d'un autre côté. Ce qui fait que l'admiration, peut-être, depuis la création de ce parti, il n'y a pas d'année électorale où il n'y a pas de crise. Je l'ai dit au niveau dans mon introduction. Pour conclure, professeur, est-ce qu'il est déjà arrivé que dans notre histoire, un parti politique ait connu déjà des situations pareilles et comment en est-il sorti? Vous savez, ce n'est pas pour la première fois que nous vivons. D'ailleurs, les crises sont inhérentes à tout regroupement. À tout regroupement. Et un parti politique est aussi un regroupement. Oui, mais le souci, c'est qu'à chaque année, il y a toujours un problème. Oui, on est face à des enjeux. On est face à des intérêts aussi. Ah oui, n'oubliez jamais, la quête du pouvoir ne se fait pas de tout repos. La quête du pouvoir nous amène à vivre des périodes vraiment de tension, de clivage. Même, je me rappelle, c'était en 2001, si mes souvenirs sont bons, le candidat Mbeki, à l'époque, s'est désisté à un moment où on s'y attendait le moins, entre deux tours. Et Amoussou Bruno, à l'époque, qui supportait le candidat, je vais dire Mathieu Kékou, qui était venu en troisième position, était obligé donc d'aller au second tour. Et Mathieu Kékou, n'est-ce pas, a gagné. Et ça dit pour autant
qu'on est tombé bas dans le pays? Non. Donc, la gestion des affaires publiques au sommet de l'État requiert une certaine préparation, une certaine constance, une certaine rigueur dans la méthodologie. Si vous passez à côté, vous ratez le coach. Si vous ratez le coach, vous allez attendre d'autres échéances pour vous mettre encore dans la course. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on ne résume pas la gestion du pays, n'est-ce pas, à l'élection présidentielle. Le pouvoir n'est pas qu'au sommet de l'État. Le pouvoir, dans un principe de diffusion du pouvoir, on peut en arriver à retrouver l'échelon local, où on peut exercer également le pouvoir. Donc, moi, je pense pour ma part que c'est vrai que rater une élection présidentielle pour un parti comme celui-là laisse un goût d'inachevé. Ça, il faut le reconnaître. Mais, est-ce que c'est la faute du pouvoir politique? C'est encore là Une autre question. Une autre question. Si, à l'interne, vous-même, vous n'avez pas pu contenir vos militants, et qu'il y en a qui se sont échappés, mais n'allez pas chercher la raison ou la cause ailleurs. C'est d'abord vous-même. Il faut un exercice de conscience pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et se remettre en cause. Parce que si on ne le reconnaît pas, on peut tomber dans les mêmes travers à une autre occasion. Et donc, il faut vraiment tirer le son. C'est pour cela que j'ai interrogé le leadership. Disons-nous la vérité. Et les décisions qui sont prises au sein donc, du parti politique, est-ce que ces décisions-là sont partagées par la majorité? Ou bien c'est une décision sortie de nulle part par un tout-puissant qui l'impose aux autres? Lorsqu'on n'arrive pas à négocier ces paramètres-là, une espèce de go-between entre le sommet du parti et le milieu et la base, lorsqu'on n'arrive pas à négocier ces virages-là, on perd de vue l'essentiel. On se pose à un niveau élevé, on regarde tous les autres de haut, et on pense que ce que l'on pense peut être subi et accepté par les autres. Et donc, moi, je pense que c'est le moment de se poser la question et savoir la manière dont les décisions sont prises au sein donc, de ce... Nous sommes en démocratie et en principe, les décisions doivent être négociées, discutées pour que l'on réalise un certain consensus pour espérer la mise en œuvre de ces décisions. Mais lorsque j'appartiens à un groupe et que je ne suis pas d'accord, je peux manifester mon mécontentement puisqu'on est en démocratie. Et M. Sodinou nous a montré, en tout cas à travers cette déclaration, à travers ce qu'on a lu dans la presse, a montré qu'il n'était pas d'accord, qu'il n'était pas d'avis. Et le seul moyen pour l'instant qu'on a observé est qu'il y a une manière de remettre en cause ce qui est décidé par une certaine obédience au sein donc, du parti. Le seul moyen de se manifester, en tout cas, et que l'on observe, c'est de se mettre à l'écart. Il s'est mis à l'écart pour laisser le processus. Malheureusement, ou heureusement, c'est pas, ça dépend de là où on se situe, c'est du pain béni pour la mouvance. C'est pour ça que je dis malheureusement ou heureusement. C'est du pain béni pour la mouvance. Mais pour l'opposition, c'est un drame. C'est dramatique ce qui s'est passé. Parce que justement, c'est la portion congrue de 28 députés. Merci à vous. Merci à vous, professeur Patrick Reynaud. Merci de nous avoir aidé à comprendre le comportement de M. Sodinou et à interroger également le leadership au sein ou à la tête de cette formation politique. Voilà, mesdames et messieurs, pour notre invité, il faut interroger justement le management à la tête de cette formation politique. Beaucoup plus s'attarder sur les causes que sur les conséquences aujourd'hui, puisque ce sont les causes qui
permettront de comprendre ce que le parti traverse aujourd'hui. Merci Oui. beaucoup, professeur. Nous sommes Ah à la oui, fin. mais nous sommes déjà à la fin. Oui. Ah, mais si vous permettez quand même, Bien sûr. je vais dire un mot pour dire que nous sommes toujours en apprentissage de la vie démocratique. Nous ne sommes pas suffisamment aguerris pour espérer avoir maîtrisé tous les contours. Je parle du Bénin en général. Bien sûr. Là, vous avez dit que les partis politiques devraient s'inscrire dans une logique de durée. Lorsque vous perdez aujourd'hui, vous vous préparez pour remporter la victoire demain. Et tout ne se limite pas, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, au sommet de l'État. Le pouvoir est diffusé. Vous avez les députés, vous avez les conseils communaux, etc., etc. Et on peut revenir de plus belle au devant de la scène pour espérer vraiment faire changer l'ordre des choses pour peu qu'on en ait la volonté et pour peu que l'on s'organise de façon à ce que l'on ne tombe plus dans les erreurs du passé. Moi, je pense pour ma part que c'est la leçon à tirer, la leçon fondamentale. Et deuxièmement, les citoyens devraient s'inscrire aussi dans la logique que le défi à relever, c'est le défi du développement. Les piétinements, les atermoiements doivent être oubliés pour que l'on fasse face au défi du développement, pour que l'on puisse vivre dans une société où les droits des citoyens sont respectés, où l'emploi est garanti, où la jeunesse trouve de quoi se mettre sous la dent pour que notre progrès commun puisse être réalisé au bénéfice, n'est-ce pas, de tous ces citoyens. Professeur Patrick Grenon, vous êtes sociologue politiste, expert en gouvernance démocratique. Merci beaucoup à vous pour le temps. C'est moi. Merci pour votre passage. Merci à vous de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Le programme se poursuit. Rendez-vous sur nos canaux digitaux, notre chaîne YouTube ETélé Bénin. Nous sommes sur l'adresse www.etelebénin.com et téléchargez l'application ETélé Bénin pour nous suivre un peu plus facilement. ETélé avec vous.